Donc bonjour à tous. Donc cela fait bien longtemps que la polyarthrite rhumatoïde a ses biothérapies, plus récemment pour le lupus et les vascularites en cas. Mais par contre, le syndrome de Gougeot-Suegren reste toujours orphelin de biothérapie avec des échecs de grands essais qui viennent d'être publiés et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc je vais tout d'abord vous rapporter ces deux petits cas cliniques. Le premier est celui d'une femme qui est née en 1948 et que j'ai connue en 83, donc ça ne date pas d'hier, j'étais chef de clinique à l'époque, pour un syndrome de Gougeot-Suegren qui se caractérisait par des poussées de parotidite. Sur le plan biologique, une hypergammaglobulinémie à 21 grammes par litre, des anticorps anti-SSA et SSB, un schizome 4 à la biopsie gland salivaire accessoire, et très peu ou pas même de syndrome sec. La situation est restée à peu près calme jusqu'en 1990, et de 1990 à 2005, elle a commencé à présenter de multiples poussées de purpura nécrotique, compliquées associées à des lésions multinévrites en rapport avec une cryoglobulinie de type 2. Donc elle a été traitée à l'époque par corticothérapie, différents immunosuppresseurs, échanges plasmatiques, avec des rémissions transitoires, très vite suivies de rechutes. Et de 2005 à 2007, elle a eu 3 cures successives de rituximab. Et depuis 2007, elle est parfaitement stable sous une toute petite corticothérapie. Le second cas, c'est celui de cette femme de 62 ans qui, depuis 15 ans, a un syndrome sec très sévère, responsable de glossodynie épouvantable. Elle est fatiguée, elle a mal partout. Mais par contre, elle a un bilan biologique qui est normal, pas d'hypergammaglobulinémie, pas d'anticorps antinucléaires, et quand même un schizome 3, ce qui permet de retenir également le syndrome de Gougeot-Suegren. Mais est-ce que ces deux cas, ces deux observations, sont-elles vraiment la même maladie, et est-ce qu'elles justifient d'un même traitement? Alors je rappelle que le syndrome de Gougeot-Suegren se caractérise par une infiltration lymphocytaire des épithéliums glandulaires, responsable donc du maître symptôme qui est le syndrome sec, mais également d'épisodes de tuméfaction des glandes salivaires principales, et à côté de ça, de manifestations systémiques qui sont très schématiquement de deux mécanismes différents. Le premier, c'est l'extension de cet infiltrat lymphocytaire à d'autres épithéliums, et notamment le poumon et le rein. Et le deuxième mécanisme, très schématiquement, de cette manifestation systémique, c'est une atteinte extra-épithéliale qui est, je dirais, assez grossièrement liée à des phénomènes de vascularite, avec notamment l'atteinte articulaire, l'atteinte cutanée, l'atteinte neurologique. Et puis, troisième élément, très fréquent, particulièrement fréquent, c'est la fatigue. Alors, il y a également deux profils évolutifs. Une forme chronique, c'est-à-dire que les patients restent très handicapés par leur syndrome sec, leur fatigue, leur douleur diffuse, mais rien d'autre n'apparaît. Et à côté de ça, on a une forme systémique, dite extra-épithéliale, qui va se caractériser par l'apparition au fil du temps de manifestations systémiques et puis parfois, à long terme, d'un lymphome. Alors les Italiens, eux, je dirais, séparent 3 formes de la maladie. La première qui se limite justement à cet infiltrat lymphocytaire des glandes exocrines, avec très peu ou pas de manifestations biologiques, pas d'anticorps, un petit infiltrat au niveau des glandes salivaires, et donc sur le plan clinique, uniquement un syndrome sec. Et puis une forme intermédiaire où il y a cette extension de l'infiltrat lymphocytaire au niveau des différents épithéliums, avec notamment la bronchiolite, la néphropathie interstitielle, parfois une atteinte digestive, et une biologie intermédiaire. Et puis enfin, la troisième forme, c'est vraiment la forme systémique, avec une biologie très parlante, les anticorps, antinucléaires, un infiltrat lymphocytaire très très important, des cytokines pro-inflammatoires et notamment le BAFF à taux élevé, et puis sur le plan clinique, des manifestations systémiques avec arthrite, glomérulonéphritite, vascularite, neuropathie périphérique. Alors si on revient, diapositive suivante, donc si on en revient à nos deux formes de Gougeot-Suegren, on considère que pour un petit tiers des cas,
la maladie se limite à un syndrome sec isolé et que dans 2 tiers des cas, il y a des formes systémiques, c'est-à-dire apparition de manifestations extraglandulaires. Mais à l'intérieur, au sein de ces formes systémiques, les formes vraiment sévères, c'est-à-dire avec synovite, neuropathie, vascularite et éventuellement lymphome, ne concernent que 15% de ces patients, des syndromes de Gaucher-Sjögren. Et un point important, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre la sévérité du syndrome sec, de la fatigue et les manifestations systémiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des syndromes secs, des syndromes de Gaucher-Sjögren avec un syndrome sec épouvantable et absolument pas de manifestations systémiques, et l'inverse, des manifestations systémiques sévères, mais très peu, voire pas, de syndrome sec. Alors, ces 2 formes ont un profil biologique différent, avec des anticorps, notamment anti-SSA, antinucléaires, facteurs rhumatoïdes, anti-SSRO et cryoglobulinémie, beaucoup plus fréquentes donc, dans les formes systémiques que dans les formes qui se limitent à un syndrome sec. Et l'autre marqueur clinique également, ce sont les poussées de parotidite qui sont beaucoup plus fréquentes dans ces formes systémiques que dans les formes qui se limitent à un syndrome sec. Un paramètre, oui, facteur prédictif, ça aussi, ça a bien été montré, et c'est très important de voir que l'on peut prédire au moment du diagnostic du syndrome de Gaucher-Sjögren les patients qui vont évoluer vers cette forme systémique, c'est-à-dire chez les qui on va voir progresser l'ESDAI, et on va voir tout de suite, tout à l'heure, ce qu'est l'ESDAI, mais vous le connaissez, la plupart d'entre vous le connaissent bien, hein, et l'on voit que les patients qui vont voir progresser l'ESDAI, ce sont des patients qui sont plus jeunes, notamment âge inférieur à 35 ans, qui ont plus volontiers des cytopénies, et notamment neutropénie et surtout lymphopénie, une vitesse de cimentation élevée, et c'est probablement du fait de l'hypergammaglobulinémie, les marqueurs immunologiques, facteurs rhumatoïdes, anticorps, antinucléaires, mais également l'hypocomplémentémie, fréquence de cryoglobulinémie plus élevée également, et enfin, composant monoclonal. C'est-à-dire que les patients qui ont ces différents caractères cliniques ou biologiques, ce sont ceux chez qui on va voir progresser, on risque de voir progresser dans le suivi l'ESDAI. Alors, dans ces paramètres, je voudrais insister sur un point particulier qui est l'importance de la cryoglobulinémie. Ça, c'est une étude que l'on avait fait avec nos confrères de Limoges, nos amis de Limoges, hein, qui montre bien sur une cohorte de 445 patients que la cryoglobulinémie est l'élément prédictif le plus significatif de la survenue de nouvelles manifestations extraglandulaires. On voit qu'ici, sur cette courbe, que les patients avec cryoglobulinémie ont un délai beaucoup plus court de voir apparaître de nouvelles manifestations extraglandulaires. Et la cryoglobulinémie était le seul paramètre biologique associé au décès. Alors, un autre élément dans les facteurs pronostiques de la maladie au moment du diagnostic, c'est l'âge. Si on voit cette diapositive qui est tirée de la thèse de Céline Anctil à partir de la cohorte ACES et qui est actuellement soumise à publication, on voit qu'il y a 2 pics d'âge au moment du diagnostic. Le principal, le classique, c'est aux alentours de 50 ans. Et un deuxième pic qui est plus petit, mais qui est aux alentours de 30-35 ans. Et l'on voit que ces patients ont ces 2 types de patients, donc ceux qui sont âgés de moins de 35 ans et ceux qui sont âgés de plus de 35 ans au moment du diagnostic, ont des profils clinico-biologiques tout à fait différents. Donc la diapo est assez mal lisible, mais je vais vous dire en quelques mots ce qui les diffère. Les sujets jeunes ont plus souvent des épisodes de parotidite. Ils ont plus souvent de manifestations systémiques, et notamment de purpura vasculaire, d'atteinte rénale, d'atteinte pulmonaire, d'atteinte du système nerveux périphérique, et un profil biologique également différent, avec plus d'anticorps antinucléaires, plus de facteurs rhumatoïdes, plus d'hypergammaglobulinémie. Donc 2 profils tout à fait différents. Alors les outils d'évaluation, j'y viens.
On a maintenant des outils d'évaluation de la sévérité de la maladie, la sévérité systémique et la sévérité ressentie par le patient. L'ESDAI. L'ESDAI évalue la sévérité systémique de la maladie. Donc voilà les principaux paramètres qui sont retenus. J'ai mis en rouge les paramètres qui me surprennent un peu. On voit que on cote ces différents paramètres de 0 à 2 ou de 0 à 4 en fonction de leur sévérité, et puis on leur attribue un coefficient. Donc les signes généraux, vous voyez la fièvre, j'avoue que j'ai rarement vu un syndrome de Goujon-Chagrin fébrile, sauf infection intercurrente, donc les adénopathies, l'hypertrophie glandulaire, l'atteinte articulaire, l'atteinte cutanée, l'atteinte pulmonaire, l'atteinte rénale, l'atteinte musculaire. Là encore, je suis un petit peu surpris pour l'atteinte musculaire en dehors de syndrome de chevauchement, l'atteinte neurologique périphérique centrale, l'atteinte hématologique, et enfin les paramètres biologiques, et notamment la présence d'une cryoglobulinémie ou d'une hypergammaglobulinémie ou d'un composant monoclonal. Là encore, un petit peu surpris du seul coefficient de 1, qui est un petit coefficient, alors que l'on sait que ce sont des paramètres qui ont une valeur pronostique très importante. Alors par contre, quand on demande aux patients ce dont ils plaignent le plus, ce qu'ils voudraient surtout voir améliorer, on voit que c'est la sécheresse, c'est la fatigue et c'est la douleur, qui sont les premières plaintes exprimées par le patient, d'où l'intérêt de cette échelle, de cet index qui est l'esprit, qui consiste tout simplement à 3 échelles visuelles analogiques, où les patients évaluent la sévérité de leur sécheresse, de leur fatigue et de leur douleur. Alors j'en reviens maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire les traitements de fond. Y a-t-il un traitement de fond pour cette maladie? Il y a eu de très nombreux essais thérapeutiques, anciens pour la plupart, et qui se sont tous soldés par des échecs. Je ne rentre pas dans le détail. Les derniers en date, ce sont les anti-TNF, avec une inefficacité manifeste. L'hydroxychloroquine, le plaquenil, a été testé plus récemment dans l'étude Joker et s'est révélé également inefficace d'après le critère principal d'efficacité. Avec une petite nuance près, c'est que l'on sait quand même que le plaquenil reste très efficace dans les manifestations articulaires du syndrome de Goujon-Chagrin et également parfois dans le purpura. Alors, on sait que le B-lymphocyte est très impliqué dans la pathogénie du syndrome de Goujon-Chagrin, et on a de nombreuses évidences, l'infiltration des glandes salivaires avec parfois des follicules germinatifs, comme ici, l'hypergammaglobulinémie, les auto-anticorps, la cryoglobulinémie, les taux élevés de bêta-2 microglobuline, taux élevés de chaînes légères libres, parfois composants monoclonal, et parfois survenus d'un lymphome de type B. Alors, fort logiquement, on a traité depuis un certain nombre d'années les formes sévères de la maladie, compliquées, de manifestations extraglandulaires, les formes systémiques de la maladie, par le rituximab. Et ça, c'est le registre français de patients atteints de Goujon-Chagrin, donc traités par rituximab, 78 patients, donc en étude rétrospective, bien sûr, un registre rétrospectif, qui montre que le rituximab a été quand même efficace sur les manifestations systémiques dans 60% des cas, avec une diminution significative de l'ESDAI, efficacité notamment sur l'atteinte articulaire, sur l'atteinte pulmonaire ou encore sur l'atteinte rénale. Donc il était fort logique de mettre en place des essais thérapeutiques du rituximab dans le syndrome de Goujon-Chagrin. Et il y a actuellement, à ma connaissance, 3 études prospectives qui ont été publiées. L'étude multicentrique française qui a été lancée par les Brestois, le type TIRS. L'étude anglaise Tractis, publiée récemment en 2007, et enfin, une étude un peu plus ancienne, mais qui n'est pas inintéressante, même si elle est méthodologiquement plus discutable, parce qu'elle n'était pas randomisée, c'est une étude italienne, mais qui était prospective.
Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de ces études. L'étude TIRS a inclus quand même 120 patients de syndrome de Gros-Sjögren de moins de 10 ans, répondant aux critères américano-européens à l'époque, avec un SDI moyen de 10, ce qui est quand même relativement bas. Vous voyez que l'âge moyen était de 53 ans, et ils ont été traités par 1 gramme de rituximab à la S1, S2, c'est-à-dire le protocole habituel, versus placebo. Le critère principal retenu, et c'est ça qui est important, c'était l'amélioration de 3 cm d'au moins 2 de 4 échelles visuelles analogiques qui reprenaient la sécheresse ressentie par le patient, la douleur ressentie par le patient, la fatigue ressentie par le patient, et puis l'activité globale de la maladie évaluée par le médecin. Donc, ce critère principal ressemble furieusement à l'esprit qui n'existait pas au moment où l'étude a été lancée. Alors, eh bien, les résultats sont décevants, puisque l'étude est non significative sur le critère principal. Il y a une amélioration, quand même, de la fatigue et une amélioration de la sécheresse, qui atteint un petit P significatif, mais le critère principal, non échec. Pour l'ESDAI, là encore, pas d'amélioration significative de l'ESDAI qui, je vous rappelle, était quand même pas très élevé au moment de l'inclusion des patients. L'étude anglaise, ça reprend à peu près le même design, 135 patients, avec là 2 cures successives de rituximab, la première et la deuxième à la 24e et la 26e semaine versus placebo. L'objectif principal, là encore, purement fonctionnel, c'est-à-dire diminution de 30% de la sécheresse buccale ou de la fatigue, avec dans les critères, les objectifs secondaires, les signes objectifs de syndrome sec, la qualité de vie, les échelles esprit SDI, et puis un aspect médico-économique avec le coût. Je passe sur les détails des résultats de l'étude pour donner simplement la conclusion qui dit clairement que les résultats de cette étude montrent que le rituximab n'est pas efficace cliniquement, ni n'a pas de bon rapport qualité-prix dans cette, si j'ose dire, dans cette population. Donc, résultat négatif. Mais, il y a 2 mais. 2 mais. Le premier, c'est que l'ESDAI, qui était dans les critères secondaires, on voit qu'il a quand même bougé un petit peu, notamment à la 36e semaine. Il a diminué de façon significative, mais on remarque encore une fois que l'ESDAI global moyen de ces patients était très bas. Et à la 48e semaine, on est, à la limite de la significativité. Alors, ce qui a valu aux auteurs d'amener une petite nuance dans leur conclusion en disant que le rituximab pouvait encore avoir un rôle, une place dans le traitement des patients avec un syndrome de Gros-Sjögren primitif qui ont un haut niveau d'activité systémique de la maladie et chez qui les traitements classiques ont échoué. Donc les auteurs laissent une petite fenêtre pour le rituximab dans les formes systémiques de la maladie. Un deuxième mais, c'est qu'il y a une sous-population de patients qui ont été inclus dans l'essai, qui ont été explorés par échographie, évalués en échographie des glandes salivaires, donc à la semaine 0, la semaine 16 et la semaine 48. Et ce qui a été évalué, c'est un score d'atteinte ultrasonographique des glandes salivaires. Je passe sur les détails, mais c'est les paramètres habituellement retenus par l'échographie des glandes salivaires. Et l'on voit les résultats, c'est que l'aspect échographique, donc, qui traduit essentiellement l'infiltrat lymphocytaire des glandes salivaires, diminue de façon significative à la 16e semaine et à la 48e semaine. Donc le rituximab a quand même eu une efficacité, je dirais, sur cet infiltrat lymphocytaire des glandes salivaires principales.
Alors j'en viens à la troisième étude prospective, qui est méthodologiquement plus discutable, j'en conviens, mais qui n'est pas inintéressante, et je vais vous dire pourquoi. Donc c'était en fait deux centres italiens. Un centre traitait les patients de façon classique, avec corticothérapie, immunosuppresseurs, classique, et le deuxième centre traitait les patients par rituximab. Donc il y a moins de patients inclus, 41 patients, mais ils avaient un profil particulier. Vous voyez que c'était des syndromes de Gougeot-Sjögren récents, moins de 2 ans, plus jeunes, 40 ans, et surtout, ils avaient un SDAI moyen de 20, c'est-à-dire c'était vraiment des formes très systémiques. Et puis 19 ont été traités par rituximab, donc un traitement quand même assez lourd, hein, puisqu'ils ont eu une cure, donc 1 gramme S1, S15, 6 fois, donc toutes les 24 semaines. Donc un traitement lourd, et 22 ont eu le traitement classique. Et le critère principal, ici, les critères principaux, c'était d'abord l'ESDAI, donc l'atteinte systémique, et la tolérance. Mais si l'on regarde les résultats, donc on voit que les patients, les petits ronds clairs, ce sont les patients qui ont eu le traitement classique, corticothérapie immunosuppresseur, et puis les patients en carré noir, ce sont les patients qui ont été traités par rituximab. Mais on voit que l'ESDAI a diminué de façon beaucoup plus marquée chez les patients traités par rituximab, hein, puisqu'il est tombé de 20 en moyenne à 5 ou 6 à la 120e semaine. Donc efficacité sur les manifestations systémiques supérieure au traitement classique. Si on regarde un petit peu plus en détail, il y a également une amélioration significative de la douleur, de la fatigue, de la sécheresse chez les patients traités, une amélioration du flux salivaire, du test de Schirmer, et surtout, ce qui est très intéressant, on voit ici en gris, c'est le schizome ou le focus score, et le focus score. En gris, ce sont les patients traités par rituximab. On voit que l'importance de l'infiltrat lymphocytaire, donc le schizome ou le focus score, chute de façon très significative chez les patients traités par rituximab, alors qu'il n'est pratiquement pas modifié par le traitement classique. Et l'on voit également que les patients qui avaient des centres germinatifs, donc une infiltration lymphocytaire très marquée, sous rituximab, ces centres germinatifs disparaissent de façon quasi complète. Donc efficacité clinique sur les manifestations systémiques du rituximab, mais efficacité également au niveau de l'infiltration lymphocytaire des glandes salivaires. Alors pourquoi les échecs de tir et de Trastis, quelles en sont les raisons? Sans doute à cause de l'hétérogénéité des patients, au niveau de l'âge, de l'ancienneté de la maladie et surtout de la sévérité. Et les patients inclus avec quand même des SDAI assez bas, notamment pour l'étude anglaise. Surtout, le critère principal d'efficacité qui était retenu était pour l'essentiel un critère purement subjectif, ressenti par les patients, c'est-à-dire amélioration du syndrome sec, amélioration de la fatigue, amélioration des douleurs. Et je crois vraiment qu'il faut impérativement évaluer de façon séparée les deux formes de syndrome de Gougeot-Sjögren, la forme ou le syndrome sec prédomine, et puis la forme systémique. D'autant plus qu'il est intéressant de noter que la fatigue ressentie par les patients est très curieusement inversement corrélée au taux de cytokines pro-inflammatoires. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et enfin, il est aussi possible que l'hyperactivité lymphocytaire B, BAF dépendante de certains patients qui ont été inclus, soit à l'origine de cette inefficacité du rituximab. Et on va voir ça tout de suite. Vous voyez ici ce travail qui a été publié et qui montre que les taux de cytokines diminuent avec l'aggravation de la fatigue ressentie par les patients. Donc taux de cytokine inversement corrélé à la fatigue. Et ça, c'est une sous-étude de TIRS, 45 patients, 31 traités par rituximab, 14 par le placebo. Et le critère d'efficacité retenu est
un critère qui, en fait, les auteurs ont repris l'étude TIRS, les résultats de l'étude TIRS, et se sont demandé secondairement quel aurait été, je dirais, le critère d'efficacité qui aurait rendu l'étude TIRS significative. Et donc, ils ont retenu ce critère SSRI où on retrouve la sécheresse, on retrouve la fatigue, et puis, très curieusement, la vitesse de sédimentation. Et donc, le critère d'efficacité, c'est la diminution d'au moins 30% de tous ces paramètres. Et avec ce critère retenu, on voit que le taux de réponse donc d'amélioration était de 50%, et on voit que chez les répondeurs, donc ceux qui se sont améliorés, les taux de BAF étaient plus bas que chez les patients qui n'ont pas répondu. Donc les auteurs concluent que les taux élevés de BAF sont une des raisons possibles de l'inefficacité du rituximab. Alors, pour conclure, le rituximab est l'efficacité hautement probable sur les manifestations systémiques de la maladie, peut-être sur la sécheresse et la fatigue dans les formes très récentes, mais je rappelle que le syndrome de Goulot-Chagrène est une maladie globalement de bon pronostic, puisqu'on voit que le taux de mortalité est à peine supérieur, 1,15 à celui de la population générale, sauf dans les formes systémiques sévères, avec vascularite, où là le taux de mortalité augmente, 4 à 10, et bien sûr s'il y a un lymphome. Et que le rituximab n'est quand même pas un médicament totalement anodin, notamment lorsqu'il est utilisé dans les maladies auto-immunes systémiques hors PR, responsable d'infections sévères qui ne sont pas exceptionnelles, 6 à 18 patients année, avec une mortalité qui n'est pas négligeable, et puis toujours le risque de LEMP. Donc on peut bien sûr se demander, est-ce que faut-il prendre le risque de mettre en jeu le pronostic vital uniquement pour améliorer une qualité de vie? Donc, pour nous résumer, je pense que la meilleure indication qui persiste du rituximab actuellement est certainement la vascularite cryoglobulinémique, où là on a quand même beaucoup de preuves d'efficacité. Alors je reviens au taux de BAF, au taux de Bliss, où l'on voit que les taux de BAF ou de Bliss augmentent avec la sévérité de la maladie. Vous voyez ici, et ça c'est une diapositive tirée du papier de Ramos-Casal. Alors, les anti-BAF, le belimumab a été testé dans une étude ouverte, donc c'est une étude de phase 2, par Xavier Mariette et son équipe, en ouvert, donc 30 patients répondant aux critères américano-européens, avec des manifestations systémiques, donc ou des poussées de parotidite, ou évoluant depuis moins de 5 ans, ou des marqueurs d'activité lymphocytaire B, donc des patients qui avaient globalement une maladie active. Et ils ont repris comme critère principal l'amélioration de 30% de deux des paramètres suivants, sécheresse, fatigue, douleur, activité systémique de la maladie, et enfin, diminution de 25% de l'activité, des paramètres d'activité B lymphocytaire. Alors les résultats de cette étude ouverte, j'insiste bien, mais on voit que le belimumab a amélioré la sécheresse chez 40% des patients, la fatigue un petit peu moins, la douleur pas beaucoup, mais pour l'activité systémique de la maladie évaluée par le médecin, c'était 40% des patients améliorés, et par contre pour les paramètres d'activité B, c'est-à-dire le composant biologique, vous voyez qu'il y avait plus de 70% des patients qui voyaient ces paramètres biologiques améliorés. Voici en courbe les résultats obtenus, donc amélioration significative de la sécheresse, non significative pour la douleur et la fatigue. L'esprit s'améliore, mais surtout, vous voyez, l'ESDAI chute de façon très significative sous belimumab. Et l'activité systémique de la maladie, évaluée par le médecin, chute également de façon significative. Et ce qui est encore plus marquant,
ce sont les paramètres biologiques, où l'on voit que les taux d'immunoglobulines IgA, IgG et IgM diminuent de façon très nette, de même que les chaînes légères libres, kappa et lambda, et le facteur rhumatoïde. Et enfin, il y avait 3 patients qui avaient une cryoglobulinémie, et cette cryoglobulinémie a disparu dans 3 fois sur 3. Donc, le belimumab pourrait peut-être avoir une place dans le syndrome de Gougeot-Chagrin. Mais pourquoi pas l'associer les deux, puisque l'on a vu que le rituximab, une des raisons du rituximab, c'était une hyperactivité BAFF. Donc on peut raisonnablement se poser la question de l'association de ces deux biothérapies. Et je rapporte simplement cette observation qui est isolée, mais qui est intéressante, d'un patient qui avait une forme particulièrement sévère, puisqu'elle était compliquée d'un lymphome parotidien de type MALT, d'une vascularite cryoglobulinémique, et le patient avait été traité par rituximab, corticoïdes, cyclophosphamide, échange plasmatique, MMF, belimumab seul, et tout ça n'avait pas marché. Et puis il y a eu une nouvelle cure de rituximab qui a été faite 49 jours après l'introduction de belimumab, puis renouvelée à M6 et puis à M12, au 12e mois. On voit dans cette observation que l'association de ces deux biothérapies ont entraîné une rémission complète de la maladie, du lymphome et de la cryoglobulinémie et de la vascularite cryoglobulinémique avec 3 ans et demi de recul. Alors donc, il y a actuellement des études qui sont en cours et dont on attend avec beaucoup d'impatience les résultats. Celle-ci, qui est avec GSK comme promotion, où il y a 4 bras, un bras placebo, un bras belimumab, un bras belimumab plus rituximab et un bras rituximab seul, avec comme critère principal la tolérance puisque c'est une phase 2, et comme critère secondaire les SDAI. Donc l'étude est en cours. Et puis il y a cette autre étude de Novartis, qui est un monoclonal anti-BAFF récepteur, qui a un double mode d'action. Il entraîne une déplétion B rapide et profonde, et il cible également les lymphocytes B activés. B lymphocytes activés, c'est-à-dire que, pour être tout à fait schématique, il associe les propriétés à la fois du rituximab et du belimumab. Donc l'étude est actuellement en cours et on attend également avec impatience ces résultats. Donc jusqu'à présent, échec des biothérapies, mais on peut être raisonnablement optimiste et on peut peut-être avoir de l'espoir pour de nouvelles biothérapies ou associations de biothérapies dans les formes systémiques et évaluées sur des critères systémiques de la maladie. Donc, en conclusion, dans l'état actuel des choses, on réserve les biothérapies aux formes systémiques sévères qui risquent de menacer le pronostic vital. Et je pense qu'il serait intéressant également de réserver ces biothérapies aux formes qui risquent un jour de menacer ce pronostic vital, puisque l'on sait maintenant que les sujets jeunes sont plus à risque et qu'on sait, au moment du diagnostic, repérer les éléments de gros pronostic, donc les patients qui risquent un jour de se compliquer. Voilà, je vous remercie.